Bon, maintenant qu'on a observé le non-verbal de la personne à qui on parle, ben là, à un moment donné, c'est notre tour de parole. Qu'est-ce qu'on va bien dire si on veut montrer qu'on écoute? Ce sont les principes d'écoute active. Si je fais juste écouter, je dis rien. Mais il y a un moment donné où je peux dire quelque chose ou faire quelque chose pour montrer que j'écoute. Ça va être nos différentes interventions d'écoute. Première fondamentale, c'est un peu comme la farine dans un gâteau. Il y en a beaucoup, mais tu veux pas juste qu'il y ait de la farine dans ton gâteau. Fait que la première intervention, c'est l'incitation légère. L'incitation légère, elle peut être verbale ou non verbale. Ma préférée, c'est le hochement de tête. Vous me parlez, là, puis là, je vous écoute. Puis là, vous me dites comme « Hey, Benoît, hier, là, c'était rough, là. » Puis là, je hoche la tête, tu sais. Je vous montre que je vous écoute. Vous noterez aussi que je vous regarde. Fait que je vous regarde et je hoche la tête. Évidemment, ben, contrairement à la farine dans un gâteau, qui est très répandue de façon quand même assez uniforme, ben, si je fais de la farine dans mon gâteau en hochant la tête comme ça, pendant tout le temps que vous parlez, bon, vous avez compris le principe. Fait que c'est à doser un peu, tu sais. De temps en temps, on hoche la tête, montrer qu'on écoute. Ça devient automatique. Vous le faites probablement déjà de façon automatique. Mais juste de savoir que ça, c'est une intervention efficace d'écoute, les gens disent « Ah oui, ah ben j'écoute déjà quand même. Je fais déjà ça. Yeah! » Il y en a d'autres, il y a des verbales. Par exemple, le célèbre à doser avec parcimonie, à mon avis. Bien que j'ai déjà vu quelqu'un, un professionnel de l'écoute, puis il en faisait, je dirais, une fois par 5 secondes, 10 secondes, puis très bruyant. Personnellement, moi, je ne me serais pas censé écouter. Il y en a d'autres. Vous pouvez dire, OK, d'accord, ah ouais, OK, ouais. Toutes sortes de façons de faire. L'idée, c'est juste de montrer à l'autre, je t'écoute, tu peux continuer. Ah oui, OK. Ah, ouais, OK. Ouais. Bon, vous voyez, je vous écoute. Prochaine intervention, ce sont les questions. On s'intéresse à l'autre, on lui pose des questions. Il y a certains débuts de questions qui sont très intéressants si je veux faire parler l'autre. Les questions qui commencent par comment, puis les questions qui commencent par qu'est-ce que, ce sont des questions ouvertes qui vont mener à une réponse plus élaborée. Si la personne elle me parle de quelque chose de plus du domaine des émotions, si votre collègue est épuisé, il montre des signes de stress, il est inquiet, ou encore il est irrité, il y a quelque chose qui s'est passé puis il est fâché, ben, on peut lui demander « Comment tu te sens en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air embêté, t'as l'air fâché. » Fait qu'en posant des questions ouvertes, on incite l'autre à parler. Si vous posez une question qui commence par « Pourquoi? », vous risquez d'obtenir une réponse plus rationnelle. Dans certains cas, ça peut être correct, mais si vous voulez aider une personne à gérer ses émotions, un collègue qui vous partage des émotions plus intenses, qui a une situation difficile, la question « Pourquoi? » va le déconnecter de ses émotions. Fait que c'est préférable d'utiliser des questions qui vont le garder en contact avec son émotion. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui te dérange le plus là-dedans? Ça, c'est une question que j'aime bien. Qu'est-ce qui te dérange le plus là, dans ce qui s'est passé? Ça te permet de cibler et de faire ressortir ce qui a dérangé le plus. Puis d'aider la personne à commencer à gérer son émotion. Ah, quelques mots sur les questions avant de passer à la prochaine intervention. Pour initier des rencontres, vous êtes dans une soirée sociale, un 5 à 7, il y a des collègues que vous ne connaissez pas, il y a des citoyens qui viennent à l'événement, puis vous voulez essayer de créer des liens, vous voulez embarquer des citoyens, mais vous êtes une personne gênée, puis vous avez un peu de difficulté à aborder les gens. Puis il y a des questions, apprendre à manier les questions, ça peut vous aider beaucoup. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites « Ah, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ce soir à l'événement? Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce que tu fais? As-tu des passions? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? » Bref, vous pouvez développer toutes sortes de questions. Moi, je suis très curieux de nature. Quand je rencontre des gens, je leur pose plein de questions. Par exemple, dans du covoiturage Amigo Express, je pose plein de questions, mais il y a un moment donné où, si la personne ne parle pas beaucoup et qu'elle donne des réponses très courtes, ça donne un effet un peu interrogatoire. Fait que ça se danse à deux, la communication. Si l'autre personne ne parle pas beaucoup et qu'elle ne veut pas vous parler, ben, il y a un moment donné où peut-être pas enchaîner les questions à un rythme d'interrogatoire puis se dire comme bon, ben, la personne elle a dit ce qu'elle voulait dire puis elle veut pas parler plus que ça. Fait qu'on passe à quelqu'un d'autre dans un événement social ou si vous êtes dans une voiture à deux pour un lift de covoiturage Amigo Express puis que l'autre parle pas beaucoup, ben
faire la paix puis plonger dans notre tête. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le gère. Je plonge dans ma tête puis je vis dans mon monde de pensée si je sens que l'autre ne veut pas vraiment échanger. Mais des questions ouvertes, puis montrer qu'on s'intéresse à l'autre, toujours gagnant pour établir une relation. La troisième intervention, la reformulation, s'applique dans un paquet de domaines. Dans des domaines plus personnels, par exemple, vous discutez avec un ami puis il vous parle de quelque chose qui se passe au travail puis qui l'embête. Puis là, il y a beaucoup d'acteurs, il parle de son patron, il parle d'un collègue, il parle d'un autre collègue, là, il y a plein de noms, puis ça devient un peu comme un roman russe. Puis à un moment donné, vous êtes perdu. Puis là, attends, là, si j'ai bien compris, il y a ton patron qui a dit ça à Henri. Henri, après ça, il est allé voir Georges, qui est allé voir Bertha. Puis là, vous vérifiez votre compréhension. Vous montrez à l'autre que vous avez compris ce qu'il dit. Puis à la fin, la personne, il y a des chances qu'elle vous dise « Oui, c'est exactement ça. » Puis là, la personne, elle se sent écoutée. Ou ça va peut-être permettre une clarification. « Ah non, c'est pas exactement ça. Non, mon patron, c'est pas ça qu'il a fait. Il est plutôt... » Puis là, la personne, elle va clarifier sa pensée. Ça peut servir dans d'autres situations. Des situations, par exemple, avec un partenaire de la ville. Si vous êtes dans un organisme, vous avez des relations avec la ville ou avec un organisme subventionnaire ou avec un autre organisme, puis vous rencontrez la personne, puis vous discutez d'un plan d'action, vous discutez de stratégie, d'objectifs à atteindre, pour être sûr d'avoir bien compris ce que l'autre dit, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les stratégies qui sont suggérées. La reformulation permet de s'assurer qu'on s'entend sur les mêmes choses. Des fois, c'est évident, on s'entend, c'est écrit. Des fois, il y a un flou, puis de cultiver l'idée de reformuler, puis de s'assurer qu'on a bien compris ce que veut l'autre, ça assure une communication plus efficace. Finalement, la reformulation elle peut s'utiliser à l'inverse. Vous pouvez demander à quelqu'un une reformulation. On peut se faire avec tact, comme dans la situation suivante. Bon, là, ça fait un bout que je parle, je t'ai expliqué comme un paquet d'affaires, je suis pas sûr que j'ai été super clair. Qu'est-ce que tu comprends de ce que je t'ai dit? Là, vous incitez l'autre à faire une reformulation, puis comme ça, vous vous assurez que le message a bien été transmis. Ça peut se faire dans un contexte professionnel. Si vous avez des enfants, ça peut être assez efficace avec vos enfants pour vous assurer qu'ils ont entendu les consignes et qu'ils ont bien compris les consignes. Vous remarquerez que dans la reformulation, je n'ai pas parlé du tout d'émotion. On va réserver le terme « reflet » pour parler spécifiquement de quand je nomme l'émotion de l'autre. Le reflet, ça va être de nommer l'émotion de l'autre personne. C'est important de le faire dans nos propres mots. Si je dis à l'autre personne j'ai l'impression qu'en ce moment tu ressens de la tristesse, la personne va avoir un peu l'impression que je la niaise. Quand j'enseigne le reflet à mes étudiants, les gens ont l'impression qu'ils vont jouer au psychologue ou que ça a quelque chose d'artificiel. Ah ouais, ça t'a fait de la peine, hein? Mais si c'est dit dans vos mots comme « ouais, ça te fait de la peine, hein? » Si c'est dit dans vos mots et que vous vous l'appropriez vraiment, ça ne paraîtra pas que c'est fait. Moi, je l'ai enseigné à ma blonde qui maintenant me fait des reflets. Fait que je les remarque, tu sais. Mais ça fait quand même du bien de se faire un reflet, de se faire un reflet, même quand on sait que l'autre est en train de faire un reflet. C'est un peu comme le gâteau au chocolat. Si quelqu'un vous explique comment fonctionnent vos taches olfactives dans votre nez et que ça vous permet de percevoir les arômes d'un gâteau au chocolat, bien, vous n'allez pas moins l'apprécier. C'est la même chose pour le reflet, mais c'est important de développer notre propre façon. Fait qu'il y a plein de façons. Il faut aller chercher des mots qui sont naturels pour vous. Ça t'enrage en ce moment ce qu'il a fait. Ça va paraître naturel, puis l'autre personne va sentir que je connecte à son émotion. C'est important de bien cibler le niveau d'intensité. Si la personne est juste légèrement agacée et que je dis « Oh, t'es en tabac », la personne va dire « Hein? Non, pas pantoute. » Là, ça n'aura pas comme effet de faire en sorte que la personne se sente écoutée. À l'inverse, si la personne est enragée raide, puis je dis « Ouais, ça t'agace un peu, hein? » Il y a des chances qu'elle se mette à rire ou que ça ne connecte pas avec l'émotion de l'autre personne. Le reflet ça va servir pour aider l'autre personne à gérer ses émotions. Que ce soit de la tristesse, de la colère ou de l'anxiété, on montre à la personne qu'on comprend qu'elle s'inquiète, qu'on comprend qu'elle est enragée ou bien qu'on comprend qu'elle a de la peine. Elle ne va pas avoir moins de peine si on lui fait un reflet, mais elle va sentir que sa peine est entendue. C'est pas problématique d'avoir de la peine. C'est pas problématique non plus d'être enragé. Si on en parle et qu'on se sent écouter, tranquillement, pas vite, on va réguler cette émotion-là puis on va pouvoir passer à d'autres choses. Mais si on reste pogné avec notre émotion puis l'impression qu'on ne peut pas en parler à personne, c'est là que notre émotion elle reste coincée en dedans de nous puis ça peut nous faire du tort. Si on peut développer les habiletés d'écoute, on va faire en sorte, dans une équipe de travail par exemple, dans un projet citoyen, on va faire en sorte de s'écouter les uns les autres et que l'équipe devienne de plus en plus soudée et qu'on soit plus serein, plus en paix avec nos émotions au sein de l'équipe. Petite note technique.
Ici, on a un beau reflet. Tu te sens découragé, hein? Et là, on ajoute, ben tu sais, attends, je vais vous le faire au complet, là. Tu te sens découragé, hein? Ben tu sais, tu pourrais aller y parler. Je viens d'ajouter une solution après. La solution, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir enlever l'effet de mon reflet. Pourquoi? Le reflet, il augmente la tension. C'est un peu pour ça que, naturellement, on n'a pas trop tendance à faire ça, parce qu'on ne veut pas aller plus dans l'émotion. On a l'impression qu'on va faire mal à l'autre. Si la personne est sur le point de pleurer, puis dit « T'as de la peine en ce moment. » Puis la personne, elle se met à brailler, puis là, ça éclate. Je me dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Mais non! Je viens d'encourager le processus naturel de gestion des émotions, puis je viens d'encourager quelque chose qui est bénéfique. La personne, elle va pleurer, puis après ça, elle va peut-être passer à autre chose, ou ça dépend. Si bref, c'est un drame, ça se peut qu'elle pleure pendant des semaines ou des mois, puis c'est bien correct. Mais le reflet a pour but d'augmenter la tension émotive. Fait qu'on crée une tension. Ça te fait de la peine, hein? Je sais pas si vous le sentez, mais il y a quelque chose là, qui... Oh my God, si la personne a vraiment de la peine, il y a des chances qu'elle se mette à pleurer. Là, moi, je le sens dans moi. Quand je fais ça, quelqu'un vient, puis sur le bord des larmes, ou je sens qu'il y a quelque chose, puis là, je dis... Puis ça arrive souvent. Puis mes amis ou les gens qui me connaissent, c'est comme, bon, ça y est, tu l'as fait pleurer. Puis je dis, mais oui, mais c'est souhaitable, c'est une bonne chose. Le reflet va venir mettre cette tension-là. Si j'ajoute quelque chose après, je viens enlever la tension. Je viens comme résoudre. Oui, mais tu pourrais faire ça. Oui, mais tu sais, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je viens enlever l'effet de tension. L'effet de tension, on le veut. Fait que bonne habitude à prendre, tu fais un reflet, tu n'ajoutes rien après, tu laisses la tension puis tu restes présent. Tu fais un reflet, tu regardes l'autre, tu es présent, tu es là. Au début, ça peut être stressant ou ça peut être source de malaise pour nous quand on veut montrer qu'on écoute. Mais plus on en fait, plus on se sent à l'aise, plus on accueille l'autre dans ses émotions. Et plus, à mon avis, on crée des liens forts dans nos collectivités. La dernière intervention que je vous présente est paradoxale. Je suis dans des interventions d'écoute, puis jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'incitation légère, où on va faire ou un hochement de tête. Je vous ai parlé de questions, où on va formuler quelque chose, comment tu te sens. Je vous ai parlé de reformulation puis de reflet. Dans les deux cas, je vais utiliser des mots. Mais là, dans le silence, je dis rien. OK, si tu dis rien, c'est pas une intervention. Ah! La personne est en train de me parler, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, puis là, à un moment donné, elle arrête puis elle me regarde. Là, elle dit rien, elle a fini sa phrase, puis elle me regarde. Il y a comme un peu un message qui est envoyé de ping-pong, tu sais, de « Ah, c'est ton tour de parole ». Puis là, naturellement, on a tendance à dire quelque chose, spontanément. Puis c'est important de rester authentique. Si à ce moment-là, je pense que j'ai envie de dire quelque chose, puis je juge que ça va être bénéfique à ce moment-là, je le dis, tu sais. Mais d'avoir en tête qu'on peut laisser le silence. Puis dans certains cas, ça va être bénéfique. Ça ouvre des possibilités d'écoute. La personne, elle parle, puis là, elle a l'air tendue, il y a quelque chose, là, comme un moton, on sent qu'il y a quelque chose là. Puis elle voudrait qu'on parle, puis on meublerait le silence. Tu sais, dans le fond, on parlerait, puis ça éviterait la tension. Mais la tension est là. J'ai pas besoin de faire de reflet. La tension est là, la personne est en train de plonger en dedans d'elle, de parler de quelque chose qui tient vraiment à cœur. Puis là, je laisse un silence. Mais je regarde la personne, là, je suis présent. Là, cette tension-là risque de plonger la personne encore plus profondément dans ses émotions. Puis si elle a à pleurer, elle risque de pleurer. Si elle a à être en colère, à exprimer, à être encore plus fâchée, à se lever, à s'affirmer, ça va peut-être aller là, puis son émotion va émerger. Puis après ça, elle va faire quelque chose avec cette émotion-là. Fait que le silence, il peut être productif. Je vous donne un exemple inverse. J'ai un ami qui s'en va consulter un thérapeute, un psychanalyste. Puis il y a d'excellents psychanalystes. Puis il y a des psychanalystes qui trouvent ça très important de laisser le silence. Fait qu'il rentre le consulter, puis je pense qu'il a dit bonjour. Mais après ça, ça a été tout. Bonjour. Bonjour. Malaise. Typiquement, le psychanalyste explique ça comme je laisse la place à l'autre, puis c'est à l'autre, puis si l'autre est mal à l'aise, c'est ses enjeux, puis on va les faire monter, mais bon. Dans des contextes relationnels autres que la thérapie, et même en thérapie, c'est critiqué comme façon de fonctionner, on va créer des liens. Il y a un moment donné où c'est pas le temps de laisser un silence. Il y a un moment donné où l'autre personne a dit comme... Puis là, en tout cas, là, il m'a dit ça, là, tu sais, voyons donc, là.
Puis là, la personne, elle vous regarde, puis elle attend que vous réagissiez. Puis ça fait 5 minutes que vous vous parlez. On n'est pas encore rendu dans les émotions, puis on n'est pas encore rendu au moment où c'est le temps de plonger, tu sais. Fait que, on dit que, ah oui, voyons, j'avoue, hein, t'as dit ça, ça a dû te rentrer dedans, hein. Fait qu'on peut utiliser reformulation, reflet, mais aussi des fois des interventions plus spontanées, qui sont pas nécessairement utiles, mais pas nécessairement nuisibles. Il y a une question, j'ai parlé dans la capsule sur le savoir-être, de l'importance de l'authenticité. Puis ça, dans ce genre d'intervention-là, en début, quand on parle à quelqu'un, au début, ben, c'est important d'être authentique. Mais il y a un moment donné où on comprend que, oh, la personne a vu des émotions importantes. Là, ça nous aide de penser aux interventions les plus efficaces. Silence, reflet. Dans ces cas-là, silence, reflet, dans des cas d'émotion où l'émotion commence à être palpable, puis on commence à sentir que la personne elle plonge dans ses émotions, ces deux interventions-là, silence et reflet, sont particulièrement utiles. Toujours en parallèle d'un petit hochement de tête ici et là, puis montrer qu'on est là, qu'on écoute, puis regarder la personne. Ben là, Benoît, tu veux faire de nous des petits psychologues? Ben, à 100$ de l'heure, je pense que c'est quand même intéressant si vous n'avez pas allé trop souvent chez le psychologue, puis si vous pouvez compter sur des collègues ou des amis qui ont une écoute de qualité. Il y a un moment donné où on se sent dépassé, la personne elle a des idées suicidaires, la personne elle vit des émotions ou elle vit des situations où vous vous sentez dépassé par les situations, puis vous, là, ça vous gruge, puis vous savez pas trop quoi dire, puis il y a un moment donné où l'aide professionnelle, ça peut être la meilleure chose pour la personne. Ça peut se glisser, mais vous remarquerez, si vous voulez conseiller à une personne d'aller voir de l'aide professionnelle, si vous dites ça dans les 5 premières minutes, il y a des chances que la personne elle se sente balayée comme « Bon, ben j'en ai rien à foutre de ce que tu as à dire, va voir un professionnel ». Si vous voulez faire une référence efficace, je vous invite à cultiver un temps d'écoute. Des fois, ça peut prendre 30 minutes, 1 heure d'écoute, d'être présent. Puis à la fin, de partager. Ben, tu sais, moi, je t'écoute le mieux que je peux, puis je veux vraiment t'aider, mais là, je me sens vraiment dépassé. Puis je suis pas mal convaincu qu'un psychologue ou un travailleur social ou un professionnel pourrait t'aider à te sentir mieux, mais moi, je n'ai pas l'impression que je peux arriver à t'aider en ce moment. Fait que ça se partage aussi. Mais ça va être plus efficace si vous avez mis vraiment un temps d'écoute puis vous avez accompagné la personne le plus possible pour après ça parler d'une idée de référence.